Et salut tout le monde et bienvenue dans le Comics Club. On se retrouve pour parler de l'une de mes dernières lectures, le Deluxe Fantastic Four de Brian North, je crois qu'il s'appelle. Brian de mémoire. Ryan, pardon, Ryan North et Iban Coelho. Que j'attendais. Omnibus qui est quand même plutôt épais. Hop. Qui est donc la nouvelle série des 4 Fantastiques, qui n'est pas sortie en d'autres formats avant, qui sort directement en Deluxe. C'est un peu la nouvelle politique de Panini, j'ai l'impression, pour les nouvelles séries. Donc vous voyez dans le sommaire hop, qu'on a les épisodes 1 à 11. Donc on a un bon échantillon déjà de ce qui se passe, on a de quoi faire. Et globalement déjà, pour vous donner un avis dès le départ, pour pas vous faire attendre, j'ai plutôt bien aimé. J'ai pas lu quasiment les 4 Fantastiques de Dan Slott, j'ai lu les 2 premiers tomes je crois, j'ai pas aimé. Ça me correspondait pas. J'ai stoppé. Donc moi je prends la série un peu comme les X-Men sur méthode vidéo sans avoir lu ce qui se passait directement avant. Et bien franchement j'ai plutôt bien aimé. La série permet de se remettre vraiment dans le bain. Grosso modo le pitch c'est que les 4 Fantastiques ont été séparés. Donc les premiers épisodes, en fait, on a un épisode centré sur chaque personnage, entre guillemets. On a un épisode centré sur Sue et Reed, un épisode centré sur Ben et Alicia, sa femme, Alicia Masters, un épisode centré sur Johnny. On voit les circonstances de leur séparation, on voit pourquoi, on voit leurs retrouvailles et leurs premières aventures réunies. Grosso modo, c'est le contenu de ce tome-là. Donc je vais vous montrer sans trop spoiler. Iban Coelho au dessin, je trouve ça superbe. Vous voyez, hop, cette chose là, c'est hyper bien fait avec Alicia. Donc la chose avec Alicia qui se retrouve dans une ville qui, bon pour le coup c'est pas un spoil, c'est dans le résumé, qui se retrouve dans une ville qui semble être enfermée dans une boucle temporelle. Donc qu'est-ce qui se passe, pourquoi, etc. C'est vraiment très très cool. C'est un petit épisode, pour le coup, c'est l'introduction du run de Norse. Hein. Donc ça introduit bien l'idée. Donc on nous explique en sous-texte que les 4 Fantastiques sont séparés, que la chose a l'air d'en vouloir quand même à Reed. Donc on va apprendre au fur et à mesure pourquoi. Les dessins sont top. L'épisode se contient dans lui-même parce que du coup on a l'histoire du mystère de la boucle temporelle et on a le fin mot donc à la fin de l'histoire. Très sympa. Épisode 2, même type de construction pour Suzanne et Reed. Ils se retrouvent séparés des autres. Reed a l'air de beaucoup s'en vouloir pour une certaine chose. Ils se retrouvent dans une ville où en fait la population semble être uniquement constituée de Fatalibot. Donc qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, on aura la réponse à la fin de l'épisode. Donc voilà, c'est quand même assez rapide, mais en même temps, il en fallait pas plus. C'est plutôt sympa. L'épisode centré sur Johnny, avec sa fameuse moustache, c'est peut-être l'épisode que j'ai préféré dans les 3, parce que du coup il y a l'humour de Johnny, il y a le fait que les 4 Fantastiques, visiblement on apprend, seraient détestés par également toute la ville de New York. Donc Johnny essaye de cacher son identité, vous voyez, il se fait une couleur et il s'est laissé pousser la moustache. Donc voilà, on voit comment il vit la séparation avec les autres 4 Fantastiques. Et du coup, vu qu'il essaie de cacher son identité, on voit un petit peu la dualité entre son identité super héroïque et son identité de Johnny Storm. Et il y a une ou deux petites refs à Spider-Man là-dedans. J'ai plutôt bien aimé. Donc les 3 épisodes introductifs pour chaque personnage sont vraiment très très cool. Ensuite, on a donc leur réunion et les premières aventures donc de Ryan North ensemble. On apprend ce qui s'est passé, je vais pas vous spoiler, c'est vraiment très intéressant, donc je vous laisserai voir de votre côté ce qui se passe, vous laisserez découvrir parce que vraiment en le découvrant c'est vraiment très très cool. Mais voilà, je vais vous montrer quelques dessins. Le seul point noir pour l'instant, c'est que je trouve que les premiers épisodes sont quand même assez certains épisodes sont quand même plutôt répétitifs. Déjà, je vous disais, vous voyez les 2 premiers épisodes, Ben et Alicia qui se retrouvent dans une ville où il se passe
donc ils sont dans une boucle spatio-temporelle. Suzanne et Reed qui se retrouvent dans une ville constituée de Fatalibot. Et il y aura encore un épisode un peu similaire vers la fin où voilà, il y a une ville qui a l'air spéciale. Qu'est-ce qui se passe, voilà. Donc bon, c'est peut-être un peu le seul point négatif que j'ai trouvé, c'est qu'il y a peut-être sur la construction des épisodes un petit peu trop de redondance dans certaines choses, mais globalement ça reste quand même très sympa à lire. Même s'il y a de la redondance sur le pitch de base, chaque épisode reste quand même assez unique et on reste surpris quand même à la fin. Mais voilà, c'est peut-être le seul petit point noir que j'ai trouvé. Dans tous les cas, moi j'ai tout ce que j'attends des 4 Fantastiques, c'est-à-dire qu'il y a une vie de famille, des relations entre chaque personnage qui sont créées ou qui sont déjà existantes d'avant évidemment et qui sont exploitées un petit peu plus, un petit peu moins, etc. On a, parce que moi j'avoue que j'avais lu très peu de 4 Fantastiques, où on avait vraiment autant le couple Ben et Alicia, parce que j'ai compris qu'ils se sont mariés dans le run de Slot. Ça j'aime beaucoup, c'est vraiment très très cool, ça montre une autre facette de la chose que j'adore. C'est vraiment top. On a également le retour de Fatalis à un moment, mais on a vraiment tout ce que j'attends dans les 4 Fantastiques, c'est-à-dire on a une famille, donc des interactions familiales, on a des aventures sur Terre, aux États-Unis, on a des aventures un petit peu plus cosmiques, on a des aventures un peu dans le temps, voilà. Franchement, moi je veux ça quand je lis du 4 Fantastique, et ben j'ai été servi. Donc dans la deuxième partie, donc ils vont habiter une ferme de la tante, oui, je crois que c'est la tante Pétunia, de Ben, parce que ils ne peuvent pas habiter au Baxter Building par rapport donc à l'intrigue en fait en fond qui s'est passée, donc de pourquoi les 4 Fantastiques sont détestés. Voilà, et je voulais dire, donc quand je parlais de famille, je trouve qu'Alicia a un vrai plus. C'est vraiment un vrai personnage très très cool qui apporte quelque chose. C'est pas vraiment un personnage qu'on a rajouté là pour faire un plus un à la chose, entre guillemets. Vraiment, elle a vraiment un très très bon rôle et j'aime beaucoup le personnage. On voit le retour de Fatalis évidemment. Hop, je vous montre. C'est pas Iban Coelho, à savoir qu'il fait tous les dessins de tout le tome là, mais dans tous les cas, les dessinateurs qu'ils ont pris avec, je trouve, ont un style plutôt proche. Et il y a quand même une cohérence graphique, c'est quand même super agréable à lire, je trouve, entre chaque épisode. Il n'y a pas de changement, comme par exemple, l'exemple qui me vient, c'est Injustice, où il y a beaucoup de dessinateurs différents, et du coup, des fois, d'un épisode à l'autre, les personnages sont vraiment pas les mêmes. Donc on voit aussi qu'ils essaient de mettre en place de nouvelles manières d'utiliser les pouvoirs pour chaque personnage, de créer des synergies entre les pouvoirs de chacun. Ça c'est super intéressant aussi. On sent qu'il veut aller un peu loin quand même dans le lore. Ryan North, et c'est vraiment agréable. Donc on voit encore Alicia. On voit qu'ils essaient également de se racheter auprès des habitants de New York. Il y a des retours dans le passé, des choses comme ça, qui sont. Donc voilà, on a encore cet épisode sur une ville qui est un petit peu étrange. Hop, cet épisode-là qui est un peu différent, qui est vraiment très sympa aussi, c'est donc des extraterrestres qui sont dans leur vaisseau, qui ont une mission. Ils sont dans des. Alors, attendez, est-ce que je peux vous envoyer sur la page que je vous montrais. En fait, ils sont dans des espèce de bac de stase. Et il y en a un qui se réveille quand le précédent meurt. Et donc il doit essayer de mener le vaisseau à une certaine mission. Et il meurt bizarrement. Et il se trouve qu'à chaque fois, il semblerait que il vienne à mourir via l'un des pouvoirs de l'un des 4 Fantastiques. Donc ça se résout à la fin. C'est vraiment plutôt sympa cet épisode-là. Il y en a un dernier épisode où voilà, donc c'est toujours dans leur ferme. Ils ont une aventure spécifique avec Miracle Man, donc il met un peu plus la chose au centre du scénario. Donc vraiment, ce premier tome me convainc vraiment, j'ai beaucoup aimé. On a les couvertures alternatives qui sont vraiment sympas aussi pour marquer le coup de la nouvelle série. Ils ont fait appel à pas mal de dessinateurs, donc notamment Alex Ross avec ses covers timeless. J'en avais récupéré une ou deux en VO, je vous les montrerai à l'occasion.
Mais globalement, très très bon tome, ça me donne envie de lire la suite. Donc la couverture de Scott Cowlish qu'on nous distribue également en ce moment dans les softcover X-Men. Voilà, Walter Simonson. Donc voilà, globalement, très très bon tome. J'ai beaucoup aimé, en ayant arrêté les 4 fantastiques au niveau de slot. Ben, je suis pas déçu de revenir dessus. Ça me manquait vraiment, c'est vraiment génial. Il me tarde de voir la suite, alors je pense qu'on l'aura pas de sitôt, mais il me tarde vraiment de voir la suite parce que je veux voir jusqu'où va aller North. Pour l'instant, dans ce tome-là, on a pas mal d'actions, mais on a surtout un décor qui est posé, qui est planté. Maintenant, il n'y a plus qu'à l'utiliser, qu'à l'exploiter. Il me tarde de voir tout ça, il me tarde de voir l'exploitation. J'ai pour habitude de mettre une petite note indicative. Celui-ci, je lui mets un bon 15 sur 20. J'ai vraiment aimé. Ça annonce du bon. Maintenant, à voir si les séries transformées en fait. Donc voilà. Pour finir la vidéo, je vous parlais d'un autre comics que j'ai lu. Je vais pas en faire une vidéo spécifique parce qu'en fait c'est une suite de tomes. Donc c'est le Green Arrow et Black Canary. Donc le tome 2, qui était sympa. Donc on a la fin. Donc c'est une série complète en 2 tomes. Donc on a la fin de la série Black Canary and the Bird of Prey, que j'ai pas spécialement aimé. J'avais beaucoup aimé le premier. Donc là on a Vixen qui rejoint l'équipe. J'avais beaucoup aimé le premier tome, c'était sympa. Là en fait on a une espèce de redite, je trouve, c'était c'était Infinite Wonder Woman, je crois. Enfin Wonder Woman Infinite, où en fait elle passait de monde en monde via un portail, et chaque monde avait un peu sa charte graphique, etc. Bah là, c'est un peu la même chose. Je trouve que c'est même un peu long. Ça tourne un peu en rond. Quand je vous parlais de différentes chartes graphiques, bah voilà, vous voyez. Je vais vous montrer également, il y a un monde un peu cartoony. Voilà, bah vous voyez, c'est un peu plus. Celui-là, monde. Voilà. J'ai pas accroché, c'est pas désagréable, c'est pas nul, mais c'est pas bon, quoi. Pour, par exemple, pour mettre une note du coup dans la continuité, je mettrais ouais, 9 sur 10. C'est pas désagréable, mais c'est pas complètement fou. Et on a la suite de Green Arrow qui va être important dans l'event Absolute Power. Je suis en train de lire et je vous ferai une vidéo par contre là spécifique. Pour le coup, les dessins, là vous voyez, on a Carmine Giandomenico, pardon, et c'est plutôt efficace, ça j'aime bien. La série est cool. Ça réinvente pas la roue, c'est-à-dire que bon, ben, on est toujours sur le personnage, donc l'histoire de famille en fait, donc avec toute l'équipe, la famille, la Arrow Family. Là, donc vu que le personnage avait disparu dans le temps, il se remet un petit peu à jour. On voit, il va voir tous les héros, dire qu'est-ce qui s'est passé. Et par exemple, vous voyez cette planche, elle est magnifique, je trouve. Hop, donc il y a une histoire de fond avec un tueur. Donc c'est plutôt bon sans casser trop patin canard, quoi, comme je vous disais. Du coup, on voit le prémisse de Absolute Power. Donc je suis content d'avoir lu ce comics rien que pour ça. On voit donc Green Arrow qui essaye donc dans le tome 1, si vous ne l'avez pas lu, à la fin du tome 1, Green Arrow était perdu dans le temps, dans l'espace-temps. Sa famille le récupère, sauf que quand il revient, Roy Harper a disparu, et on voit sur la dernière page que Roy était en train de chercher les noix à Amanda Waller. Voilà, donc il va essayer de contrecarrer un petit peu les plans de Waller pour retrouver Roy, qu'il considère comme son fils. Donc vous voyez, on voit qu'il y a toute la famille, la Arrow Family. Voilà. C'est bien si vous êtes fan du personnage. Je pense que si le personnage vous plaît pas plus que ça, c'est pas la série pour le découvrir, quoi. Et à la fin, on a un petit annual qui est plutôt cool. Qui en fait, c'est peut-être la partie que j'ai préférée. Donc, qui est la couverture du tome. Qui est peut-être la partie que j'ai préférée, hormis j'ai trouvé ce Oliver vraiment, vraiment moche. On dirait vraiment un vieux gâteau. Enfin, j'ai trouvé vraiment moche. Et en fait, c'est un vieux Oliver qui raconte aux enfants des différents super-héros son plus grand échec.
donc une enquête qu'il n'aurait pas résolue. Donc moi j'aime bien le côté un peu plus terre à terre, etc. dans les comics effectivement, et cet annual m'a un peu plus plu en fait. C'est peut-être l'épisode que j'ai le plus aimé dans ce tome. Mais globalement c'était agréable. Moi je suis un grand fan de Green Arrow, donc évidemment j'ai aimé ça. J'aurais préféré qu'on nous mette pas la série Birds of Prey en fait, et qu'on nous mette juste la série Green Arrow en un seul tome. Et la série Birds of Prey, pourquoi pas dans un autre tome. Mais la série Birds of Prey, j'ai pas vraiment accroché. La série Green Arrow, pour l'ensemble de la série Down of, je mets un petit 13/20. C'était agréable de retrouver le personnage, parce que ça fait un moment qu'on n'avait pas eu de parution sur lui. Ils l'ont fait revenir. On a la Arrow Family, on a la relation entre Oliver et Dina, Oliver et Roy notamment, Roy et Liane qui sont développés. C'est très très cool. Encore une fois, c'est pas un indispensable. Pour le coup, je me le réserverai que si j'aime bien le personnage. Enfin, si je suis un fan du personnage. Moi, c'est le cas. Donc, je prends en fait tout ce qui sort sur Green Arrow en France. Encore une fois, je vous disais voilà qu'il y a une histoire entre Green Arrow et Amanda Waller en prélude entre guillemets d'Absolute Power. C'est pas nécessaire d'avoir lu ça pour lire Absolute Power. Surtout qu'en plus, dans Absolute Power, il y a un épisode de Green Arrow. Donc qui lui rappelle très bien le contexte, et donc du coup fait très bien le taf. Voilà, c'est cette planche que je cherchais, je la trouve très très belle aussi. Voilà, donc il n'y avait pas grand chose à en dire, c'est pour ça que je l'ai calé à la fin de la vidéo, parce que je l'ai quand même lu, et je voulais quand même en parler. Écoutez, je ne vais pas faire durer la vidéo plus longtemps. Moi, je vous souhaite de très bonnes lectures. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire vous ce que vous avez lu, à me donner votre avis également. Et puis, je vous retrouve à la prochaine fois pour d'autres vidéos. Je pense que ce sera également un retour de lecture. Je ne sais pas encore quoi, mais ce sera peut-être la vidéo Absolute Power. Dans tous les cas, abonnez-vous si vous ne voulez pas rater ça. Et je vous souhaite une très bonne lecture.